Et notre troisième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du site goburkinews.info. Et pour en parler, nous sommes avec le patron, l'administrateur principal, Didier Assangba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Alors, Didier, ce matin, vous revenez sur le CHU Sylvanus Olympio, hein, 2 arrêtés de Midjiyawa contre 2 décrets du président. Oui, et pas seulement du CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus également en fait partie. Vous avez suivi ces derniers jours les nominations opérées par le ministre de la Santé, le professeur Moustapha Mediawa, qui a donc pris 2 arrêtés. Donc le premier nommant le lieutenant-colonel Agoubli à la tête du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, donc en remplacement du colonel Adam Wiao, qui occupait la fonction jusque-là. Et une semaine plus tard, le ministre de la Santé a également procédé procédé à la nomination du docteur Kalao à la tête du CHU Campus de Lomé, toujours par arrêté ministériel, alors que quelques années plus tôt, notamment en 2013, le colonel Adam Wiao avait été nommé par décret présidentiel pris en conseil des ministres, à la tête du CHU Sylvanus Olympio. Et de la même manière, le lieutenant-colonel Agoubli, alors commandant à l'époque en 2017, avait été également nommé par décret pris en conseil des ministres à la tête du CHU Campus de Lomé. Alors, cela nous a un peu surpris, ce procédé du ministre de la Santé. Nous a un peu surpris quand on voit un peu les normes républicaines et la pratique républicaine. On s'est posé un certain nombre de questions sur ce procédé du ministre de la Santé, pour nous demander de savoir est-ce que des gens qui avaient été nommés par décret puis en conseil des ministres par le chef de l'État peuvent être remplacés par un arrêté ministériel pris par un ministre, et si c'est possible, que vaut encore le décret présidentiel, quel est le poids du décret présidentiel et quel est le poids de l'arrêté ministériel, alors que le décret présidentiel est un acte majeur dans l'ordonnancement juridique d'un pays. Et donc quand on parle d'un décret présidentiel, c'est un acte qui est au-dessus d'un arrêté et de tout ce que, d'une ordonnance, d'un arrêté, et de tout ce que les ministres peuvent décider, alors que le ministre prend un arrêté pour remplacer des gens qui avaient été nommés par décret présidentiel. Cela nous a posé un problème de normes républicaines, et nous avons suscité ce débat-là, sans parler que nous jetons dans la mare. Et les spécialistes peuvent se saisir de la question, voir si dans la pratique républicaine, les gens qui avaient été nommés par décret présidentiel pris en conseil de ministres peuvent être remplacés par un ministre qui prend un arrêté. Et est-ce que l'arrêté pris par le ministre a valeur juridique et peut être opposé ou opposable au décret présidentiel, puis surtout que les tests, selon nos informations au niveau du ministère de la Santé notamment, les tests, selon nos informations que nous avons glanées ici et là, il est dit clairement que les directeurs de CHU doivent être nommés par décret présidentiel. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que le ministre procède par nomination des DG des CHU par arrêté ministériel pris? C'est des questions que nous lançons dans la main. Je sais que ça va susciter un débat, et nous sommes là, nous verrons les éléments que les uns les autres auront à verser dans le débat.
Très bien, on a compris. En tout cas, on lira l'article sur votre site togobreakingnews.info. Didier, vous restez avec nous. Nous allons marquer une courte pause publicitaire ici. On vous retrouve pour commenter d'autres sujets sur votre site togobreakingnews.info. À tout à l'heure donc. Irrésigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Media Show. Et nous sommes toujours avec Didier Arogba au téléphone. Didier, autre sujet que vous évoquez ce matin, c'est le programme Novici, avec la Banque mondiale qui décaisse à nouveau 20 millions de dollars, environ 11 milliards de francs CFA. Oui, 20 millions de dollars, un peu plus de 11 milliards de francs CFA, c'est par la Banque mondiale qui vient de nouveau en aide au Togo pour continuer à faire face à cette pandémie-là la pandémie à coronavirus, et notamment par ce programme-là de transfert monétaire et de filets sociaux pour porter assistance aux couches les plus touchés, les plus défavorisés donc par le fait de la pandémie. Et donc l'institution de Bretton Woods a accordé donc un nouveau prêt pour le Togo. Les 11 et quelques milliards de francs CFA vont servir donc à activer donc le programme Novici pour un certain nombre de couches de la société togolaise. On sait que ce programme avait été initié au plus fort de la crise de la pandémie il y a un peu plus d'un an déjà pour assister les couches qui ne pouvaient plus continuer à mener leurs activités économiques de revenus. Un temps, le programme avait été suspendu, surtout lorsque le gouvernement avait décidé de mettre fin au couvre-feu, alors que on va dire, l'état d'urgence sanitaire continuait d'être prorogé. Lorsque le couvre-feu avait été décrété à d'autres endroits du pays, le programme Novici avait été également activé, et le gouvernement a sollicité l'appui de la Banque mondiale qui vient d'arriver encore. Peut-être que dans les jours à venir, d'autres couches de la société togolaise qui ont été durement frappées et touchées par cette crise pourront également bénéficier de l'assistance de l'État à travers, grâce, on va dire, à cette enveloppe que la Banque mondiale vient encore d'accorder au pays. Très bien. Écoutez, à lire sur votre site. Et puis, le Commonwealth, on en parle encore ce matin, on en a parlé abondamment la semaine dernière. Devant le Commonwealth, le PPT plaide pour plus de liberté de presse. Oui, selon le rendu et les informations que nous a communiqué le président du patronat de la presse togolaise, le PPT, Isidore Akolo, a donc relaté cette rencontre-là que les organisations de presse ont eu avec la délégation du Commonwealth qui a séjourné au Togo la semaine dernière. Cette délégation, vous savez, a rencontré le gouvernement et de plusieurs institutions de la République, la société civile et les organisations des médias, les partis politiques également. Et donc, les médias, en ce qui concerne les médias, le PPT a dit avoir plaidé devant la délégation du Commonwealth pour un peu plus de liberté pour la presse togolaise. Isidore Akolo a salué des efforts faits par le gouvernement togolais dernièrement, notamment à travers le nouveau code de la presse et de la communication. Il a quand même objecté au sujet des dernières sanctions, les sanctions infligées par la HAC un certain nombre de journées, notamment le retrait du récépissé du journal indépendant Express, qui a cessé de paraître depuis lors. Et donc, c'est vrai que c'est pas la HAC qui a effectué le récépissé, mais la HAC a enclenché le processus qui a abouti au retrait de ce récépissé-là par la justice. Et donc, le PPT a dit que de ce genre de décisions, de sanctions sont véritablement contre la liberté de presse, et a demandé à ce que la délégation du Commonwealth plaide pour que les autorités togolaises, notamment la HAC et encore la justice, puissent revoir cette décision, notamment de retrait de récépissé
de l'Indépendant Express pour que le journal recommence ses activités pour renforcer la liberté de presse et ne pas donner l'impression aux journalistes comme s'ils travaillent sous une épée de Damoclès suspendue à leur tête. C'est parfait. Et puis un mot juste sur le foot, hein, très rapide. Asco de Kara, sacré champion du Togo. Hein. Oui, c'est le verdict de calibrer ce championnat-là, ce championnat national de football de première division, ce championnat, on va dire un peu atypique, qui s'est joué en poule, en 2 poules, et puis les playoffs qui ont été organisés en aller-retour hein, entre les équipes qui ont émergé, les 2 équipes des 2 poules de la zone nord et de la zone sud. Et donc, à l'issue, les 2 clubs de Kara, hein, ASTK et ASCO, ont dû se défaire des 2 clubs de la zone sud qui étaient AS OTR et AS Togoport. Et donc, la finale qui a été jouée aujourd'hui, la finale qui a été jouée, on va dire, dimanche, a livré son verdict. Et on retient que ASCO de Kara, qui est déjà champion à titre, garde jalousement son fauteuil. Le club de Kara dirigé par Meya Sinde a réussi donc à se défaire de son homologue de Kara toujours à l'issue des tirs au but par 4 tirs réussis contre 3 pour ASK. On rappelle que lors du temps réglementaire, les 2 clubs se sont neutralisés, 1 but partout. Et voilà, Asco de Kara qui garde son titre va pouvoir évoluer prochainement en Ligue des Champions, en Ligue africaine des champions. On va dire que le travail commencé par Meya Sinde a commencé par payer, notamment acheter des joueurs talentueux de la sous-région pour renforcer le club, pour en faire un grand club au Togo. On voit déjà que ça a commencé par payer, même si en termes de jeu, ça n'a pas été une finale flamboyante et que les 2 clubs ont dû aller au tir au but pour que Asco puisse gagner finalement. Je rappelle au passage que lors de la petite finale, OTR s'est également défait de AS Togoport, toujours au tir au but par 5 tirs contre 4, temps réglementaire également de l'autre côté, 0 but partout. Donc voilà ce qu'a livré le championnat national de football de première division au Togo. Espérons que la saison prochaine, un vrai championnat sera organisé, que tous les clubs s'affrontent entre eux en aller et comme en retour, pour que le champion puisse être dégagé à l'issue donc de cette confrontation là. Espérons que Covid pourra laisser la main à la FTF pour travailler dans ce sens. Très bien. Tous ces sujets à lire sur votre site goburkinews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci Eric et bonne suite de l'émission. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Hein. Ouais, bonne journée et très belle semaine à tous ceux qui nous suivent. À bientôt.